L'affaire du contre-amiral Fouda continue à faire des vagues. Au milieu de la semaine, on a encore eu des audios qui sont sortis. Des audios mettant en exergue des conversations entre le contre-amiral Fouda et le célèbre Mbapou. Même si Mbapou a fait une sortie pour essayer de démentir et pour essayer de nous convaincre que ces audios-là n'étaient pas authentiques, qu'on aurait dû imiter sa voix, mais ça laisse des interrogations. D'abord, d'où sortent ces audios? Ces audios, faut-il le dire, sortent des laboratoires, non seulement de la gendarmerie, mais aussi du tribunal militaire. Ces audios étaient dans le téléphone de Mbapou. De toutes les façons, au premier audio. Là-bas, on a demandé qu'il donne son téléphone. Pas qu'il donne, on a arraché son téléphone. Il est encore là-bas. Mais cependant, derrière ce téléphone, ils ont trouvé des éléments beaucoup compromettants qui ont parlé. Je vais vous remettre l'audio, la conversation, qu'il est supposé que le contre-amiral Fouda, bras droit de Paul Biya, je vous rappelle qu'il est le seul qui partage le même bureau que Paul Biya au 3e étage. Que dans une première déclaration, il avait déjà dit que le président ne vient plus au bureau et que c'est lui qui travaille. Ce qui était une information vraie. Nous avons recoupé. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises ici, j'ai dit que Paul Biya n'arrive pas au bureau. Ou plutôt ne vient plus au bureau. Donc l'audio ne peut pas être inventé. Et d'ailleurs, Mbapou n'a jamais nié qu'il était en collaboration avec le contre-amiral Fouda. Mais sauf que cet audio a été volé dans son téléphone. Pour quelle fin? Vous allez le comprendre un peu plus tard. Mais pour mettre tout le monde dans le bain, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait écouté cet audio, qui a été balancé dehors par les enquêteurs. Et puis, le deuxième que vous allez écouter est juste un Mbapou qui cherche à vouloir arrondir les angles pour sauver le soldat contre-amiral Fouda. Écoutons d'abord leur conversation. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me dire quoi? Je voulais vous parler avec mon âme, papa. Je voudrais vous dire quelque chose, mais c'est tellement délicat parce que, vous savez, moi, je suis dehors, papa. Je marche un peu partout, j'écoute tout le monde. Je ne dis pas que je suis mieux renseigné que vous, non, je ne peux pas penser ça. Mais je veux quand même vous dire que la situation, elle est très grave parce que il y a un traditionnaliste nigérien qu'on appelle Khalifa. Et c'est un ami du CDS. Et c'est quelqu'un qui consulte spirituellement les présidents nigérians, le nouveau et le président Étienne Tshisekedi. C'est lui, au moment où le colonel devait aller à la retraite, qui lui avait trouvé un contrat en RDC pour former la sécurité militaire là-bas, pour un contrat. Je vous avais parlé de ça. Et il avait dit au colonel, quand il regarde la situation au Cameroun, il lui a dit que l'homme de la maison là, le Mineta, avait barricadé le chef mystiquement.
et que le bic était entre ses mains et que le chef était là comme ça, comme quelqu'un qui figure. Et quand le colonel m'a dit ça, il m'a dit que tu vois, parfait, face à une telle situation, comment est-ce que je peux faire pour dire ça à X ou à Y? Je ne peux pas. Et ça sera comme si j'invente quelque chose. Bien, c'est des sujets qui sont très sensibles. Et il lui a dit que même le remaniement ne sera pas de sitôt parce que ce que lui voit, ce n'est pas la même chose. Et il lui a dit qu'en France, en Inde et à Dubaï, il avait beaucoup de personnes qu'il avait missionnées pour rencontrer des puissants marabouts. Et vous voyez aujourd'hui, papa, quand même, ça se voit que c'est ça. Bon, moi, c'est ce que je voulais vous dire, papa. Je voulais vous parler avec mon cœur pour vous dire que la situation... Et je pense qu'ils veulent même vous atteindre. Vous êtes aujourd'hui la seule personne qui fait ombrage à leur dessein funeste, à ce qu'ils veulent. Parce que il a pris un Nanga qui était dans son cabinet, qui était particulièrement comme son particulier. Et puis, M. Mesmer, le colonel Lundo, c'est toujours entre eux et tout ça. Bon. Et vous voyez même sur le plan de l'équilibre régional, ça fait 2 personnes du centre qui sont un et le patron, l'autre est l'adjoint. Bon. Donc voilà, mon général, c'est un peu ça. J'ai compris. Bon, moi je vois les choses comme toi, mais tout ce que je peux dire, c'est que la situation est compliquée quand même à notre niveau là. Oui, papa. Pour le moment, c'est ça. Mais bon, on verra. On a vu ce qui s'est passé ailleurs. Oui, oui. Donc, on verra. D'accord, papa. On verra. Mais moi-même, je suis un peu, ce soir, je suis déçu. Peut-être pas déçu du chef, mais déçu de ces personnes-là qui l'entourent. Effectivement, et qui, papa. malheureusement, ne lui donnent pas le bon conseil. Mais papa, c'est vous qui êtes là pour lui donner des conseils aussi. Bon, mais il n'est pas tenu de suivre. S'il veut, il suit. S'il ne me suit pas, moi. Il fait tellement confiance en ces gens. Il a tellement confiance en ces gens. Le chef fait tellement. Contre-amiral Fouda, avec une phrase qui laisse réfléchir. Ce qui s'est passé à l'extérieur. Cet audio est donc balancé à l'extérieur, justement, pour montrer que le contre-amiral Fouda envisage de faire un coup d'État. Puisque les autres ont pris de l'avance et sont allés chez les marabouts selon son conseiller, Parfait Mbapou, et le conseiller numéro 1 de Paul Biya dit qu'il est déçu. Peut-être pas de son patron, mais de son entourage. Mais cependant, lui-même aussi se dit que son patron ne l'écoute plus. Il a confiance aux autres. Et cet audio crée donc une confusion et des interrogations. Immédiatement après sa diffusion, Hervé Parfait Mbapou a voulu se rattraper, expliquant qu'il n'a pas son téléphone, bref, validant que cet audio vient de son téléphone, même s'il dit que ça a été fabriqué. Mais surtout, a refait l'audio pour essayer de protéger le contre-amiral Fouda. Nous allons écouter les explications, cette fois-ci, de Hervé Parfait Mbapou. J'allais oublier, s'il te plaît, j'allais oublier, je m'excuse.
Je viens d'être libéré, ça fait à peine 2 jours. Je suis tranquille dans mon coin. J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux. Parce que c'est un milieu qui m'a apporté trop de problèmes. C'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, j'étais en contact avec le monde. Je recevais beaucoup d'informations, ça et là, que je transmettais. C'était bien pour le pays. Mais pour mon propre bien, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux. Je suis dans mon coin. Les gens ne savent même pas où je suis. Je veux avoir un calme. Je veux réfléchir sur ma vie. Ma réputation est ternie aujourd'hui. Mes enfants, même certainement, leurs amis. Il y a un de mes enfants, mon fils, il m'a dit aujourd'hui que ses amis disent que ton père est ceci, ton père est un bandit, il est Al Capone, il est tout ça. Avec tout le théâtre qui s'est passé dans mon arrestation, 75 gendarmes, plus de 70 gendarmes en tout cas, du GPIGN sont venus chez moi. Les gens d'autres qui étaient sur les immeubles comme des snipers et tout le reste. Des chiens abattus, les coups de feu partout. Parce qu'il fallait venir m'arrêter, il fallait venir m'humilier au quartier, il fallait venir m'arrêter comme si j'étais Pablo Escobar, comme si je vendais de la drogue et tout le reste. Ma femme a été en fuite pendant longtemps. Mon petit frère est toujours en fuite aujourd'hui. Donc, moi, je ne veux pas les problèmes. J'ai discuté avec des aînés qui m'ont dit, reste calme dans ton coin, ne parle plus, ne dis rien. Je suis dans mon coin, je ne dis rien. On vient faire un truc où c'est un deepfake ou je ne sais pas trop quoi. Quel instrument on a utilisé pour monter ce genre de choses. On vient coller ça sur moi maintenant. Et après, je dois rester tranquille. Je dois rester tranquille pourquoi? Je dois bien me défendre. Si je retourne encore sur les réseaux sociaux, là, ça va devenir, oh, il n'écoute pas, il n'obéit pas. Les gens n'écoutent, ne se mettent jamais à ma place. Mais les gens voient seulement les conséquences. Ils voient seulement les conséquences. Ils disent, oh, cet enfant, on ne sait pas. Moi, je ne cherche des problèmes à personne, je suis très respectueux. Mais quand quelqu'un me cherche, il me trouve. Parce que moi, je connais les qui ont fait les bosses là, en haut là-bas au palais. Les gens bien passés, je les connais. Je veux qu'on me laisse tranquille. Qu'on ne m'utilise pas. Je suis très en colère contre le comte amiral Joseph Fouda. Et je continue de dire le comte amiral Joseph Fouda a été comme un père pour moi. Ah, donc il confirme. Et je suis très en colère contre lui parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Mais à aller mentir sur lui, qu'il veut faire, parce que ce voice, quand on écoute ça, je suis très intelligent. On n'a pas besoin d'être con. Maintenant, on veut montrer que le comte amiral Fouda, associé à certains officiers, en passant par moi, sont en train de préparer quelque chose. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est criminel. C'est même pour m'incriminer personnellement. Les gens ont pris mes téléphones. Quel était l'objectif de prendre mes téléphones? Et quel était l'objectif de durer avec mes téléphones? Ils exploitaient mes téléphones pour chercher quoi? Le crime, on me faisait le reproche de quoi? Au juste. D'avoir fait le terrorisme. On est quitté de garde à vue judiciaire à garde à vue administrative. J'ai fait 68 jours, pratiquement 70 jours au groupement. Dans mon état, on arrête des gens, on n'a rien contre eux, on commence à fouiller dans les téléphones. On a mélangé tout le monde. Ngobo Olive, je ne la connais pas. Bijima Sey, je ne le connais pas. Taille Janvier, de la DGR, je ne le connais pas. Marion Nyando, la cousine de la première dame qu'on a arrêtée là, je ne la connais pas. Parce qu'il fallait montrer aux gens que non, fabriquer un truc que nous sommes des bandits, nous sommes une association de bandits et tout le reste et tout. Et je ne suis pas sain. Je ne peux pas dire ça. Personne n'est sain d'ailleurs. J'ai peut-être des petites choses que je fais comme tout jeune et tout, des petites choses et tout, je ne sais pas trop, comme beaucoup de personnes le font. Mais qu'on ne m'attribue pas les choses que je n'ai pas fait, qu'on ne m'associe pas aux gens que je ne connais pas. Moi, je ne suis pas content. Sur les réseaux sociaux, je vois mon nom défiler partout. Oh, Samuel Eto'o, et toi, vous connaissez depuis 2018, machin. Mais c'est quelle connerie ça? L'activiste Paul Chouta, lui, il m'a... Attends un peu. Depuis que je suis en prison, Paul Chouta veut forcément faire les directs avec des accusations explosives contre Samuel Eto'o et il veut m'associer dedans. Je lui ai dit, ça aurait été un privilège pour moi de connaître Samuel Eto'o en 2018, que de l'avoir connu ici en 2004, le 16 avril. C'est le 16 avril que j'ai rencontré le président Samuel Eto'o pour la toute première fois de ma vie. Et ce n'était pas une rencontre de fanatisme ou bien quelqu'un qui veut le voir pour venir lui demander de l'argent. Samuel Eto'o est une personnalité. Je l'ai rencontré parce que notre personnalité m'a demandé de le rencontrer.
Est-ce qu'on est là maintenant pour creuser même les relations des gens? On veut chercher à savoir tel est l'ami de tel, pourquoi il cause ou quoi et tout et tout. C'est quoi ça finalement? Hein? Il m'appelle, il attaque tout le monde. Samuel Eto'o, le colonel Bantu a fait ceci, Oswald Babou qui est monté et descendu et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Et il faut toujours qu'on m'associe à ça. C'est-à-dire que des gens ont estimé que Mbapou, on va le placer au centre de tous les scandales maintenant. Parce que tout le monde sait que je suis colérique. Et quand je vais me mettre à parler, quand je vais déverser ma colère contre quelqu'un, on va dire non, il parle très mal aux gens. Mais là, personne ne voit pour le moment comment on est en train de me provoquer. Comment on est en train de me provoquer? À quel moment ai-je eu une telle conversation avec Amot? C'était quand? Je n'ai jamais eu une telle conversation avec lui. C'était quand? J'ai parlé de ça avec lui quand? Mais Amot et moi, quand on s'appelle, je ne sais même pas, nous parlons des réseaux sociaux, du pays et tout et tout et tout et tout. C'est quelqu'un qui soutient aussi le président de la République. Même s'il a décidé de ne plus s'exposer sur les réseaux sociaux parce qu'il a été tellement déçu pour deux, trois choses. Quand lui et moi on a parlé de je ne sais pas qui fait quoi ou qui fait quoi, c'était quand, c'était où? Ça c'est des montages. Et c'est des montages qui sont bien ciblés. Ce sont des experts qui sont dans un laboratoire, qui sont en train de faire ça. Peut-être c'est des gens qu'on paie en Europe. On leur dit faites ceci, faites ces montages, faites ces montages. Parce que quand on met un mot dans une telle conversation, en fait, c'est pour faire le lien avec Samuel Eto'o. Puisqu'on fait le lien avec Samuel Eto'o et moi depuis 2018, il y a des officines qui sont décidées à détruire aussi Samuel Eto'o. Et il faut que ça passe par moi. Moi, je juge Samuel Eto'o sur ce que j'ai vu de lui, sur nos conversations, sur son comportement et tout. Je ne peux pas juger quelqu'un sur la base de ce qu'on dit. Je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier. Et je ne portais pas Samuel Eto'o dans mon cœur. Hein. Mais j'ai dû parler avec lui parce que c'est quand tu parles avec quelqu'un que tu sais, on juge les gens sans les avoir connus, sans les avoir approchés. Bon, allez. Samuel Eto'o est une icône. Allez, on arrête d'abord la talakou sur Samuel Eto'o. Ici, il a dit que c'est un deepfake qui lui a été attribué. Mais il dit que c'est fait en Europe. Pourtant, l'affaire de coup d'État ne date pas d'aujourd'hui. Et ça ne vient pas d'Europe. Le contre-amiral Fouda, l'année dernière, avec le général Bété Amougou. Le général Amougou Bété est le chef d'état-major particulier du chef de l'État. C'est-à-dire que c'est lui le vrai ministre de la Défense. Quand on nomme, ça revient, c'est-à-dire que le ministre délégué de la Défense propose, mais ça passe par le général Amougou Bété. C'est le général Amougou Bété qui place finalement qui veut. Dans l'audio qu'on avait d'abord diffusé, le général Amougou Bété, on découvre que c'est grâce au contre-amiral Fouda qu'il a été nommé. Donc ils peuvent bien placer leur argent autour des biens. Mais ce qui est inquiétant, c'est que justement aujourd'hui, cet audio vient confirmer déjà ce qui circule au palais. Et ce sont les diplomates étrangers accrédités au Cameroun qui avaient dû saisir Paul Biya. Parce qu'un rapport fait par le colonel Ekanga, qui est au palais, et qui travaille avec le général Amougou Bété. Parce que les colonels avaient décidé de prendre aussi leur place et être devant. C'est lui qui a fait un rapport détaillé pour dire que le contre-amiral Fouda et le général Bété voulaient préparer une attaque
au niveau du palais. Je rappelle que Fouda est de l'armée marine, mais que le général Bété Amoukou est de l'armée de l'air. Dans le rapport, le colonel Ekanga dit que le général Amoukou Bété a vendu les codes, les passe-codes aériens de l'État du Cameroun à des terroristes étrangers. Et que ces terroristes étrangers vont bombarder le palais de l'unité avec des chasseurs et des drones. Ce qui va faire bondir Paul Biya, qui ne comprend pas ce que c'est. Il va demander des enquêtes indépendantes jusqu'à ce que finalement le dossier sera un peu mis de côté. Mais là, il y a déjà un projet de coup d'État qui est annoncé. Dans ce projet, les colonels qui travaillent à la fois avec Fouda, avec Amoukou Bété, et aussi celui qui travaille avec Aivo, décide de chasser les doyens. Donc, Evilando, c'est l'adjoint du général Aivo. Il est dans le coup. De l'autre côté, Fouda travaille avec le colonel Mbek. Et il est dans le coup. Amoukou Bété travaille, le général Amoukou Bété travaille avec le colonel Ekanga. Le colonel Ekanga est dans le coup. Donc, ceux qui sont au-dessus, ils ne sont pas au courant. Et pour les affaiblir encore, le même colonel Ekanga va faire un autre rapport. Il va voir Mbek, qui travaille avec Fouda, et va lui révéler que il y a un capitaine qu'on appelle Efoudou Kenneth. Que Efoudou Kenneth est parti au groupement de gendarmerie pour libérer le Féman pas diamant. Mais il a utilisé le nom du contre-amiral Fouda. Donc, le même colonel Ekanga qui a fait le rapport sur le coup d'État que préparait le général Amoukou Bété, c'est-à-dire que qui est là au palais, c'est-à-dire que chef d'état-major particulier de Paul Biya et Fouda, c'est le même colonel qui va dire que maintenant il y a un danger parce que quelqu'un se balade avec le nom de Fouda, qui est le capitaine Efoudou. On saisit le général Amoukou Bété. Quand même. Et tu as un élément, le capitaine, qui se balade avec mon nom. Donc Fouda saisit le général Amoukou Bété. Il y a un de tes éléments qui se balade avec mon nom, qui va libérer les gens, qui escroque des gens, qui agit à mon nom. Et cet élément, c'est le capitaine Efoudou Kenneth. Tout ça, c'est au palais. Hein? Tout ce monde l'a vu au palais. Hein? Parce que je vais vous décrire plus tard le palais, comment c'est disposé. Le général Amoukou Bété reçoit la patate chaude. Mais hiérarchiquement, il ne peut pas donner la demande d'explication à un capitaine. Donc finalement, il renvoie ça à qui? Au colonel Ekanga. Il dit au colonel Ekanga, c'est toi qui lui fais une demande d'explication. Pour qu'on sache. Le colonel Ekanga ne crie pas, ne fait pas la demande d'explication. Mais il vient tout simplement
annoncer au général Amgobete que comme tu vois là, général, tu sais qu'il y a les gens qui sont en train de préparer du mal. Les jeunes là, je crois que c'est eux qui vont faire le coup d'état avant même que... Il est dangereux, il faut le punir. C'est donc là où le général Amgobete, qui ne sait pas que le colonel Ekanga est en train de vouloir lui-même récupérer le palais, va donc dire à Ekanga, fais-lui la note de reversement. On a chassé. On a donc chassé le capitaine Effoudou. Kenneth du palais comme un animal, même là où il dormait. Paul Biya, lui, il a reçu le courrier, voilà le rapport et tout et tout. Allez, virez du palais. On a arraché le badge. On a mis ses effets dehors. Or, le capitaine Effoudou, non seulement il était malade. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une balle dans des terrains d'opération. Donc, il marchait avec les béquilles, avec une béquille. Il venait d'introduire une demande pour l'évacuation en France. L'évacuation n'a pas été accordée. On a demandé qu'il aille loin au septentrion. Il court, il va voir Bankui. Comment je vais faire pour aller dans mon état si au septentrion? Je ne peux pas suivre le traitement. Bankui, qui est dans l'autre camp, lui dit, bon, de toutes les façons, tu vas juste faire une prise de service et tu reviens, tu n'entres pas en service là-bas. Le capitaine Effoudou est donc revenu. Mais il est à Yaoundé. Il ne marche presque plus. Il a tout fait. Mais cependant, comme il est de l'Est du pays, après avoir découvert ce qui s'est passé, que c'est Kanga qui a fait qu'il parte, il a donc tout fait pour faire aussi un autre rapport à Amgobete, pour lui dire, ces gens-là, le colonel Kanga est très dangereux, c'est lui qui va te tuer, pour prendre le pouvoir. Il va donc démontrer par A plus B que justement, à l'Est, le colonel et Kanga, vous vous rendez compte, hein, ce n'est plus avec les armes, hein, c'est maintenant avec les marabouts. Vous avez entendu comment est-ce que Mbapou parlait des marabouts? Que le plus proche collaborateur du général Amgobete au palais, qu'il dormait seulement nu chez les marabouts, qu'il s'asseyait dans des grandes marmites d'écorce, qu'il mangeait les coqs, les machets et tout, qu'il déchirait les chiens, qu'il faisait ceci pour prendre le pouvoir et pour que le général Amgobete soit diminué physiquement. Lorsqu'il a donc reçu tout cela, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi a saisi Biya. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que Biya se trouve à Genève. On lui dit, il y a un élément très dangereux qui est ici. C'est Ekanga. C'est Ekanga. Donc on a reversé cet Ekanga. On l'a aussi chassé. Le décret a été signé de Genève le 10 août 2024. Le palais est donc encerclé actuellement par des luttes mystiques et aussi une odeur de coup d'État. Parce que le même Ekanga, qui s'opposait
au colonel, enfin, qui disait des choses et tout et tout. Dans leur optique de coup d'État, ils se font des coups bas pour que un clan gagne absolument et récupère le pouvoir auprès des Biya. Alors il y a un événement qu'il faut mettre en considération. C'est que parmi ces trois colonels-là, comme je vous ai dit, colonel Evilando, colonel Ekanga et colonel Mbek, Fouda a su que le colonel Mbek voulait récupérer aussi sa place. Le contre-amiral a donc fait qu'on chasse, il a chassé le colonel Mbek du palais. Très grave. Il l'a reversé. Il voulait même l'envoyer en brousse. Mais les gars du Bir, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là-bas, parce que les gars du Bir, c'est les gars de Ngongo. Donc ils se sont dit, on prend un allié. Donc Mbek, qui travaillait avec Fouda, est devenu l'allié du Bir de Ngongo. Mbek, au lieu d'être reversé d'aller en brousse, le Bir l'a récupéré. Et le Bir l'a donc mis dans un programme qui est au quartier général, qu'on appelle Helios, qui s'occupe des communications. Mais arrivé là-bas, d'autres rapports ont dit que quand Mbek allait là-bas, au Bir, il allait avec beaucoup d'éléments, beaucoup de matériel, dont les bombes qui ont été cachées. Parce que quand on dit que c'est les bombes qu'on devait utiliser au palais, on dit donc que Mbek est sorti avec ses bombes, est parti se réfugier avec ça au niveau du quartier général du Bir. Le quartier général du Bir, c'est à Bastos. Quand maintenant les informations remontent, on veut savoir où se trouve le matériel que le colonel Mbek a eu à sortir. C'est là où vous avez eu ce que vous avez entendu, à savoir l'incendie d'une boîte de nuit à Bastos, le Livres. Là, nous sommes en pleine calme. Et c'est le 23 janvier 2022. Le Livres prend feu. Et vous allez vous... Le Livres est situé où? À Bastos. Et dans le Livres, cette boîte de nuit-là, il y a eu 3 explosions. Les membres du gouvernement courent là-bas. À Tanganjiela. Quoi? Même René Sadi était là-bas. Même Gongo était là-bas. Depuis quand le secrétaire général de la présidence vient... Presque tout le gouvernement était là-bas. Qu'est-ce qu'il venait faire là-bas ce jour-là? Je vous rappelle qu'il y a eu 18 morts et plusieurs blessés. Et immédiatement, on a sorti un communiqué que non, ce n'est pas un attentat, c'est vraiment un accident, tantôt qu'on fêtait l'anniversaire et que vraiment c'est les chandelles qui sont parties. Après, ce n'est plus ça, c'était que c'est la cuisine. Après, c'était que une bouteille de gaz, or il n'y avait pas de bouteille de gaz et qui aurait explosé. Parce qu'il y a eu 3 explosions. Et j'avais fait un direct pour dire que mais c'est des explosions de bombes. Mais ils ont effacé, ils ont calmé ça vite fait. Ils ont envoyé des communiqués dans la presse internationale que non, ce n'est pas un attentat, ce n'est pas un incendie criminel. Mais comment on pouvait imaginer que le champagne peut créer les incendies et que de surcroît, il y ait 3 explosions? Déjà, ils avaient donné un faux chiffre concernant le nombre de victimes de cette affaire. Ils n'ont jamais mené une enquête. C'est oui, où sont les résultats? Parce que c'était ces bombes du coup d'État.
qui étaient là-bas. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'après cet attentat, et comme ils sont dans ce qu'ils appellent vraiment des bagarres jusqu'à l'extrémité, ils sont allés plusieurs fois maintenant jusque dans le bureau de Biya. Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, on vous apprenait que le bureau de Mwanda-Yolo, le directeur du cabinet civil, a été cambriolé. Ce qui est faux, puisque c'était le bureau de Biya lui-même. Et même si c'est le bureau de Mwanda-Yolo, comment était-ce possible que les gens atteignent la tour? Je vous rappelle que les gens qui sont au palais, qui travaillent au palais, eux-mêmes pour arriver, c'est-à-dire que le premier contrôle, c'est déjà vers... c'est la GP, qui est du côté de Montpellier. Vous traversez là, vous faites à peu près 2 km avant de tomber sur la DSP. Quand vous arrivez, vous avez un badge. Ce badge, je prends à peu près ça. Voici le badge. Le badge est comme ça. La photo est là. Et il y a de l'insigne de la DSP ici. Et là, il y a une puce électronique. Je vous explique à peu près les entrées. C'est-à-dire que si vous êtes des hauts cadres, les gens nommés par décret, c'est vous seuls qui pouvez entrer là-bas avec votre véhicule. Parce qu'il y a les premiers véhicules qui sont garés à l'extérieur. Donc, partie est. Et maintenant, à l'intérieur, si vous voulez aller dans vos services, parce que le palais, c'est trop grand. Et il y a d'autres bus. Donc, il y a à la fois les bus coaster à l'extérieur et les IAS à l'intérieur qui vous prennent. Mais pour vous prendre, cela veut dire que vous traversez d'abord ceci. Et vous arrivez avec votre badge que vous présentez sur une machine qui reconnaît votre visage. Et ce visage, bien évidemment, réapparaît si c'est effectivement vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous devez mettre le doigt, c'est-à-dire l'empreinte. C'est l'empreinte qui fait que vous entriez. Si vous avez, donc il y a chaque badge a un numéro. Les badges sont gérés uniquement par la DSP, la Direction de la Sécurité Présidentielle. Et ces badges n'ont pas accès à la tour. La tour, c'est là où se trouvent les bureaux de Paul Biya. Il faut d'autres badges particuliers. Pour entrer avec le véhicule, si vous êtes un haut cadre, ou bien ce qu'on appelle les invités VIP, après le premier contrôle, on vous prend votre carte grise. Et on vient avec des détecteurs. Les détecteurs pour voir, on ouvre toutes les portières. On met l'appareil jusqu'en bas. On ouvre jusqu'au capot pour voir s'il y a une bombe, s'il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas entrer au palais d'étudier. Même avec les guides, ils vont tout voir. J'ai dit, c'est des contrôles qui partent de loin. Et c'est quand vous êtes à l'intérieur que vous suivez donc des directions, des traces et tout et tout. Mais au palais, c'est-à-dire que la tour, parce qu'il y a plusieurs services, là où Paul Biya travaille, qui est là-bas? Bien évidemment, Mwanda-Yolo est là. Bien évidemment, au troisième, c'est là où il y a le contre-amiral Fouda. Le contre-amiral Fouda, c'est lui qui travaille avec Paul Biya. Donc, même si vous avez l'autre badge, vous ne pouvez pas venir dans les ascenseurs.
Donc, personne ne peut aller voler dans le bureau, soit de Mbonda Yolo, soit de Paul Biya. Personne venant de l'extérieur. Personne. C'est impossible. Absolument impossible. Bien plus la nuit. Parce que les badges sont directement désactivés à 20 h. C'est-à-dire que même si vous avez le badge de la présidence, à 20 h, c'est désactivé. Or, il faut un autre badge particulier, c'est-à-dire que pour aller à la tour, parce que les badges des autres personnels, là, ça ne fonctionne pas à la tour, là, on travaille pour le bien. C'est comme ça qu'on appelle la tour. Dites-moi, qui est parti en fait dans le bureau de Paul Biya? Et on vous dit qu'on n'a pas volé de l'argent. Qu'est-ce qu'on cherchait? Qu'est-ce qu'on cherchait là-bas? Je vous rappelle que Fouda est celui qui détient les cachets de Paul Biya. Lui seul. Ce n'est pas parce que vous entendez secrétariat général de la présidence là et tout que c'est Ngongo. Non, non, c'est Fouda, le compte amiral, qui détient les cachets. Pour être nommé ministre, c'est Fouda qui met les cachets. Certains ministres ont été nommés. Et aujourd'hui, on dit que ces ministres-là, eux-mêmes, Paul Biya, certains ne les connaissent. Ils ne connaissent pas certains ministres. Fouda a-t-il donc falsifié des signatures? Et c'est là où ça devient dangereux. Quand on parle de coup d'État, parce que c'est Fouda qui est à côté de Paul Biya. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on parle de Fouda. Mais Paul Biya lui a souvent fait confiance. Parce que, rappelez-vous, en 2008, et plus exactement le 18 septembre, un scandale éclate. Alors que Paul Biya devait aller aux Nations Unies, comme d'habitude, il quitte le Cameroun, bam, ils vont à l'hôtel intercontinental. Et on apprend que la mallette de Paul Biya a été volée. On commence à citer le nom du contre-amiral Fouda. Comment ça? Mais sauf que, quelques temps après, donc plus exactement 48 heures, on apprend plutôt que c'est un certain Luc Eman, le neveu du général Assou Eman, qui portait souvent, dit-on, enfin, qui était l'un des bras droits, qui était le bras droit de Biya. Enfin, on l'appelait le commissionnaire, l'enfant de course, l'homme de course de Paul Biya. Que c'est lui qui a tenté de voler cette mallette de milliards ou d'argent ou de je ne sais quoi. La version qui nous a été donnée, c'est que c'est les forces spéciales suisses qui avaient remarqué le mouvement d'une voiture en bas de l'hôtel intercontinental. Et du coup, ils ont déduit que c'était suspect. Et comme c'était suspect, curieusement, ils sont montés seulement dans la chambre de Luc Eman. Pour aller l'arrêter. Il était revenu, on est revenu avec lui au Cameroun Dardar. Que c'est lui qui a été retrouvé. Personne n'était là. C'est ce qu'on nous a raconté. Avec la mallette de Paul Biya, le 18 septembre 2008. Nous sommes toujours en septembre. On le met en cellule, dans une cellule spéciale au palais. Puis on le transfère à Kondengi. Il est condamné à 12 mois de prison en septembre 2009. Cette histoire va faire tilt. Parce que lui va nier. Qui a donc voulu voler la mallette de Paul Biya? Une chose est sûre, c'est que en décembre 2008, Luc Eman
qui était le neveu de Paul Biya. Parce que Asueman avait donné Luc Eman comme son fils à Paul Biya. Il avait à peine le CPE, mais il était devenu son garçon de course. On l'a mis à Kondengui. Il a été révoqué. Il est devenu presque comme un fou. Il joue dans un tournoi qu'on appelle souvent Pina Foot, quelque chose comme ça. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Parce que quand vous voulez qu'il devienne fou complètement, parlez-lui tout simplement de Paul Biya. Dès qu'il entend Paul Biya, c'est comme si on lui a coupé la tête. Dès qu'il l'entend, seulement est tout dit. C'est très grave. Donc, Fouda avait échappé à cette histoire-là. Le gars a été révoqué. On ne connaissait pas Fouda. La seule fois qu'on avait encore entendu parler de lui, c'était le 14 avril 2015. Lorsque son fils, William Fouda, avait été assassiné. Il était sergent-chef, commando, au palais. Et son corps avait été retrouvé derrière la boulangerie Acropole, vers les rails. Les oreilles tailladées, les doigts tailladés, bref, c'était un crime horrible. À cette époque, on avait parlé de vengeance, des affaires qui n'avaient pas très bien marché, et on voulait punir Fouda par rapport à ce qu'il avait fait, à ce qu'il aurait promis, aux affaires. Mais Biya lui a toujours gardé cette confiance. Mais là maintenant, avec cette affaire, non seulement Biya fait que tout le monde, enfin Chantal, a mis de la pression, mais les éléments qui sont en train de sortir peuvent nuire beaucoup au contre-amiral Fouda par rapport à ce projet de coup d'État. Parce que aujourd'hui, c'est une affaire de haute trahison. Parce que le contre-amiral Fouda, contrairement à Eman ou bien encore à Roger Montazé, qui était dans la famille de Jean Irène et qui était son aide de camp, le contre-amiral Fouda n'est pas de la famille de Biya, mais c'est presque le fils de Biya. Parce que Biya va l'adopter comment? C'est que le contre-amiral habitait derrière l'église de Mvongbi. Vous voyez là où vous voyez une petite chapelle là, voilà. C'est là-bas où il y avait sa famille, la maison familiale. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez pu voir que son homme de main, Thirindo Ndong, avec qui il a travaillé et qui est mort, lui aussi c'est un gars de Tambafia. Donc parce que derrière l'église là, c'est directement Itambafia. C'est là où Thierry Fouda habitait. Mais cependant, il partait faire, parce que Biya était Premier ministre à l'époque, il jouait au tennis club. Fouda, Joseph, était ramasseur de balles. Et un jour, il va donc rencontrer l'ex-première dame, Feu Jeanne Biya, qui vient faire ses courses en Vogmi. Et quand il la voit, il court, lui dit, oh maman, et tout, je peux t'aider à porter cela. Parce que Jeanne Irène était très simple. Elle pouvait aller n'importe où. Elle n'avait pas besoin de garde du corps. Elle n'avait besoin de rien. C'était la femme du peuple. C'est comme ça qu'il aide Jeanne Irène à mettre les bagages derrière la malle arrière. Et Jeanne Irène veut lui donner de l'argent. Elle dit, non, 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 maman, je suis souvent avec papa là-bas au tennis club, nous ramassons les balles de tennis et tout. Voilà, et elle lui dit, tu fais quoi? Elle dit, non, je viens d'avoir le bac, mais bon, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais poursuivre. C'est comme ça que Jeanne Irène demande à Joseph Fouda de monter dans la voiture. Il monte,
et ils arrivent au palais. C'est comme ça que Jeanne Irène présente, non pas au palais, ils arrivent à la maison. C'est comme ça que Jeanne Irène présente à Biya que, mais voilà un fils. Mais il ne fait que ramasser les balles là-bas, vous ne vous occupez même pas et tout et tout et tout. C'est là où Biya dit que, mais voilà, moi je ne le connaissais pas et tout et tout. Voilà comment Fouda devient le fils adoptif. Et de ce fils adoptif, Jeanne va proposer qu'il aille faire de la médecine. C'est ce que Fouda voulait. Il voulait aller faire de la médecine. Que si on pouvait l'aider. Et c'est là où Biya dit, mais quelle médecine? Tu vois, il est grand, il peut faire l'armée. Et dans 5 mois, il y aura un recrutement au Maroc pour aller dans l'école royale de l'armée royale au Maroc. C'est mieux qu'il aille là-bas. Fouda, en ce temps, vient faire des petits jobs à la maison en attendant les 5 mois. Et quand c'est arrivé, c'est comme ça que Fouda va au Maroc. Quand il revient du Maroc, Paul Biya est déjà président de la République. Et Fouda va regagner la direction de la sécurité présidentielle. Et c'est dans les couloirs qu'il rencontre encore Jeanne Irène. Qui lui dit, mais tu es revenu? Elle dit, oui, maman, je suis déjà là, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que Jeanne Irène récupère à nouveau Fouda, va avec lui chez Biya et dit, il faut travailler avec ton fils. Biya prend donc Joseph Fouda. Il faut savoir qu'en ce temps, Biya avait quand même un garde du corps, enfin un aide de camp, qui était Roger Motazé, qui va mourir dans un accident. Je ne vais pas revenir dans les conditions de cet accident. Mais cependant, dans cet accident, on a souvent donné plusieurs versions. Mais il y a quelqu'un qui était avec lui dans la voiture. Quand il est mort, quand il a fait cet accident, on dit que c'est un rétroviseur qui est entré dans son crâne. Mais celui qui l'accompagnait, c'est celui dont on a parlé, qu'il est aussi le frère de Jean-Jacques Fouda, le colonel Motogo. Le colonel Motogo était dans la voiture. Il était dans la voiture de Roger Motazé. C'est ce colonel Motogo que d'abord on a voulu dire qu'il était en fuite. Que c'est lui qui imitait, qui était le faux contre-amiral Fouda, mais qui en fait est son ami d'enfance depuis fort longtemps. Et qui, parce qu'il est de ce côté vers la Mofwa qu'on aussi là-bas. Parce qu'il faut savoir que Fouda, ça peut être même pas ce que ça peut. C'est aussi un de mes frères. Il est de la Mofwa qu'on a. Comment mon Belinga, hein? Et plus précisément de Bingala. Donc il n'est pas boulot. Il n'est pas boulot. Donc c'est là où il est resté lorsque justement Roger Motazé meurt. Eh bien Fouda va prendre le relais, d'autant plus que par la suite, il va gravir encore mieux quand l'autre fils de Biya, Luc Emané, sera jeté en prison. Fouda devient donc le porteur de la mallette. Paul Biya, son téléphone satellite, c'est Fouda qui gère ça. Il a les codes. Donc vous comprenez? Tous les courriers confidentiels de Paul Biya, c'est Fouda. Les nominations, c'est Fouda. Donc, Fouda va monter en grade, puisque il va se retrouver, parce que partout où il n'y a pas, il est capitaine de vaisseau, quand il est nommé. Capitaine de vaisseau, c'est l'équivalent de commandant dans l'armée de terre, parce que lui, il est de l'armée marine.
veut monter donc en grade. Biya va le nommer, je crois, en mars 2011. Il fait de lui contre-amiral. Parce qu'à l'époque, on n'avait qu'un vice-amiral. Ce vice-amiral-là, il n'y avait pas les officiers. Non, non. Il n'y avait qu'un vice-amiral issu de l'armée marine. Mais Fouda, quand il est nommé par Biya, les gens vont d'ailleurs bavarder. Et c'est pour ça d'ailleurs que Ekanga, le colonel Ekanga, insultait Fouda en disant que voilà quelqu'un qui n'a pas fait l'école, il n'a pas les diplômes et tout. C'est vrai qu'on dit que Fouda aurait fait Saint-Cyr. Mais surtout, on connaît son parcours au niveau du Maroc. Après sa nomination, Fouda est propulsé en décembre conseiller de Paul Biya. Les autres deviennent donc jaloux. Les hauts cadres de l'armée deviennent jaloux que c'est Fouda qui n'est pas de leur milieu, qui n'est pas ceci. C'est lui qui devient le conseiller spécial de Paul Biya, alors que le vice-amiral qui était là en Ouangali, lui, on aurait pu le choisir. Et d'ailleurs, d'autres vont même faire des SMS qui vont partager partout dans l'armée pour mettre les pédales, les bâtons dans les roues de Fouda. Mais on va attribuer cela à Jean-Pierre Nsola. Parce que je crois que les contre-amiraux que Paul Biya avait nommés, Nsola, Jean Mandoua et Djokan Pierre. Bref, Fouda n'est resté là que parce que Paul Biya, au regard de Jean-Irène Biya, qui lui avait confié cet enfant, il n'aimait pas de l'argent, il était humble, il est effacé, il ne parle pas. Et ça, c'est vrai, on n'a pas souvent entendu Fouda dans les scandales. Mais dans cette affaire de Mbapou, quand Fouda porte plainte, c'est là où Ngongo décide donc que là, on va le mêler lui-même. Et avec la confiscation des téléphones de Mbapou, on savait qu'on va trouver des choses dedans. Et on va les balancer dehors. Parce que quand l'affaire va à la gendarmerie, ce que Fouda savait pourtant, mais il commet cette erreur. C'est que à la gendarmerie c'est qui? C'est Otoulou. Otoulou ne prend des ordres qu'auprès de Fouda. Et lorsque... non, auprès de Ngongo. Et toujours aussi au niveau de là-bas, vous avez le SEG, Galax et Toga. Qui a fait nommer Galax et Toga? C'est Ngongo. Et Galax et Toga donne les ordres à qui? Au lieutenant-colonel qui est chargé de l'enquête. Voilà donc comment l'affaire tourne Kazakh. Ngongo dit donc maintenant, attends que, hey, si Fouda t'appelle, tu ne prends plus les numéros masqués. Tu prends seulement les numéros qui sont ceci, qui sont cela. On entre dans les téléphones de Mbapou. On implique donc directement aussi Fouda. Qui faut-il le dire? Peut-être ce n'est pas ça. Et ces éléments deviennent donc très compromettants. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Paul Biya a plutôt confié maintenant presque une autre enquête auprès du commandant de la garde présidentielle. C'est-à-dire, Bokwa Bono. Ce qui veut dire qu'il a perdu la confiance de Fouda. Et au niveau de la cellule, on est parti chercher un lieutenant qui ne doit pas rendre compte au colonel Émile Bampui, qui a été cité
dans l'affaire, mais plutôt directement à la présidence de la République. Entre-temps, même si il faut que Biya voyage, il y a un autre problème. Il faut d'abord faire l'enquête sur les codes aériens. Donc il se rappelle que on m'avait dit que le général Amgobete avait vendu les codes aériens aux terroristes. Si maintenant cette histoire-ci, que je voudrais voir où est ma sécurité, je suis à quel niveau, si jamais je pars comme ça, il faut que j'ai toutes les sécurités. Ça, c'est une hypothèse. Mais une chose est sûre, c'est que Biya aujourd'hui, c'est que il est dans les mains des gens qui sont prêts à se déchirer pour le manger. Donc lui-même n'est plus en sécurité. Face donc à ça, à cette situation, lorsqu'un chef d'État est déjà en totale insécurité, vous croyez qu'il peut faire confiance à qui actuellement là? Vous avez de l'autre côté un type qu'on appelle Ngongo, Karobi. Vous savez quel est son nom de code? Serra Golf. Les gens qui sont avec Paul Biya. Serra Golf, c'est le nom de code de Ngongo. Le nom de code des Toga, c'est 200. Le nom de code de Baboke, c'est 800. Et le seul qui ignorait tous les noms de code là, c'est Paul Biya. Mais entre-temps, dans le téléphone de la nièce de Chantal Biya, Marion, on est donc aussi parti découvrir d'autres choses qui sont beaucoup plus graves. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette lutte de pouvoir, même dans les camps qui étaient soudés, ils se sont déjà... Chacun aujourd'hui cherche à sauver sa peau. Vous avez pu constater que la boîte de nuit qui appartient à Ngongo, parce que le lève, ça appartenait, la boîte qui a brûlé, ça appartenait à Ngongo et Chantal Biya. Et vous voyez maintenant que la boîte de nuit qui appartient aussi, enfin, le cabaret, machin, qui appartient, le Famous, qui appartient à Ngongo et Eran Moïse. Il y a eu une descente de la police là-bas. La descente ne pouvait faire que avec l'accord de Mbargangele. Or, Mbargangele a utilisé Manaouda pour faire cette descente dans la boîte de Mbargangele. Et maintenant qu'il vient faire la contre-attaque, c'est Atanganji qui est avec Ngongo. Atanganji a donc écrit une lettre pour dire au ministre Manaouda de ne plus jamais tenter. C'est presque une insolence. C'est une lettre qui peut être faite par un chef du gouvernement ou bien par un chef de l'État, puisque Atanganji n'est pas Premier ministre. Mais regardez sa lettre qu'il a écrite. Et vous allez savoir pourquoi est-ce qu'il écrit cette lettre-là. Parce que c'est aussi la guerre entre Ngongo et Manaouda. Et c'est Ngongo qui a fait que Manaouda vienne dans le gouvernement. Et pourquoi est-ce qu'il a fait qu'il vienne dans le gouvernement? C'était par les affaires de marche arrière. Voici d'abord la lettre. Yaoundé, 23 septembre 2024. Le ministre de l'administration territoriale à monsieur le ministre de la Santé publique. Objet: contrôle des débits de boissons, restaurants, casinos et lieux de loisirs par les agents du ministère de la Santé. Malgré les multiples rappels à l'ordre des autorités administratives, il m'est revenu que vos collaborateurs effectuent encore des descentes dites inopinées sur le terrain pour empêcher la consommation des chichas dans les débits de boissons, restaurants, casinos et les lieux de loisirs. Plus grave,
Ces contrôles se font avec le concours des forces de maintien de l'ordre sans en référer au gouverneur, préfet et sous-préfet chargés du maintien de l'ordre et de l'encadrement des missions de contrôle dans leurs unités de commandement respectives. Et il y a lieu de souligner que les forces de maintien de l'ordre sont mises pour emploi auprès des autorités administratives. Par conséquent, vos collaborateurs ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, mobiliser ou solliciter l'appui des forces de maintien de l'ordre sans l'accord préalable des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Vous vous rendez compte? Donc, c'est le préfet, c'est le gouverneur qui est au-dessus du ministre, et puis c'est le préfet qui commande la police. Il ne va pas parler de Mbargangele, hein. C'est Mbargangele qui commande la police. Si quelqu'un a sollicité Mbargangele que je veux la police, mais Mbargangele envoie la police. Par ailleurs, la consommation des drogues et autres substances psychotropes en milieu scolaire et en tout autre milieu a déjà fait l'objet d'un examen scrupuleux lors des conférences de gouverneurs des régions. Des mesures idoines ont du reste été prescrites pour enrayer ce phénomène tout en évitant des dérapages et des abus. Tenant compte du fait que les contrôles décriés et effectués par vos collaborateurs perturbent sérieusement la quiétude des populations et sont susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public, les gouverneurs des régions ont été instruits ce jour d'y mettre définitivement un terme. Signé Atanganji. Vous voyez, cette guerre, c'est donc quoi, comme je vous ai dit? Atanganji prend position derrière Ngongo. Et pourquoi Ngongo réunit aujourd'hui? Pourquoi il réunit Manaoda? Manaoda, juste quand il y a l'affaire du Covid, lorsqu'il est auditionné, il va dire qu'il n'a fait que respecter les instructions de Ngongo. Donc, Ngongo dit, il m'a trahi, il n'a pas voulu assumer, je vais donc faire qu'il saute. Or, jusqu'à présent, il n'y a pas de remaniement alors que Ngongo a demandé qu'il saute. Parce que Ngongo ne le connaissait pas. Ngongo connaissait plutôt la femme de Manaoda. Il connaît la femme de Manaoda comment? Qui était la copine de Céline Ngongo. Et c'est là où Ngongo va attraper la femme de Manaoda. Et l'affaire va faire un peu scandale jusqu'à ce que, après les marches arrière et consorts, Manaoda lui-même va entrer dans le même club avec Ngongo. D'autres ministres sont impliqués, mais comme l'histoire sera beaucoup plus sucrée après, avec des noms incroyables et surtout les conséquences que ça entraîne pour le Cameroun, pour la républicaine des sans-caleçons, où des personnalités font des partouzes et surtout des chantages sexuels et qui utilisent le sexe comme une arme et utilisent aussi des femmes, utilisent des hommes d'armée pour faire un coup d'État et prendre le pouvoir au Cameroun. Voilà donc un pays qui aujourd'hui est gouverné par les bas de jupons et les bas de caleçon et les coups d'État qui viendront, ou le coup d'État qui viendra, va d'abord se reposer sur la braguette qui est en bas.